Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo a pour thème un peu aujourd'hui on utilise un outil et on voit ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Ça m'étonnerait que ça se décline en série ou autre chose. De toute façon, j'ai très peu de temps pour faire ce genre de choses. Mais là, j'ai trouvé le temps parce que depuis quelques semaines, sur la sphère LinkedIn, et sur la sphère entrepreneuriat, testing et tout ça dans le monde de l'IT, il y a une société qui commence à faire un peu parler d'elle, qui propose un outil qui s'appelle donc Ponycode, qui propose donc un outil qui selon eux, va aider, enfin, est une sorte de révolution dans le monde du développement logiciel. Et leur solution est censée donc aider les développeurs donc à rédiger des tests unitaires afin qu'ils soient plus rapides, plus productifs, afin qu'ils se reconcentrent sur ce qu'ils aiment a priori faire, c'est-à-dire du dev. Sous-entendu que faire des tests, ce n'est pas du dev. Euh, c'est pas un point, enfin c'est un point que je débattrai pas, mais sur lequel je ne suis pas d'accord. Bref, et donc cette société enfin cet outil fait parler beaucoup de lui en ce moment sur la sphère LinkedIn, notamment plusieurs de la communauté, enfin quelques représentants de la communauté craft française qui sont assez réticents, dont moi, hein, qui sont assez réticents sur l'outil et sur les promesses qui sont faites, mais aussi également sur un peu le ton et les faux messages ou les déformations de messages qui sont dans les articles ou dans les publications de Ponycode. Bref, tout ça m'a donné l'idée donc de faire cette vidéo qui va être longue parce qu'au moment où je fais cette intro, la vidéo est quasi montée et elle dure très longtemps. Donc je m'excuse d'avance, mais mon but à travers cette vidéo, c'est de montrer, enfin c'est d'essayer du coup l'outil plus ou moins en live avec vous, euh, de voir ce qui permet, ce qui permet pas, ses avantages, ses limites, d'expliquer des choses et en même temps de me faire soit de, de, de ravaler ma fierté, on va dire, et dire je me suis trompé, en fait l'outil c'est pas ce que je pensais, il m'aide vraiment dans ma tâche au quotidien, ou au contraire affirmer ma position sur le fait que l'outil n'est pas ce qu'il promet et est loin de ça. Du coup, voilà, donc c'est du live, enfin, plus ou moins les vidéos ont été tournées en live, avec les aléas des lives. Les avis que je donne ne tiennent qu'à moi, je représente personne, je, je parle en mon nom, je fais pas la voix du peuple ou autre chose. Je fais vraiment cette vidéo pour me faire un vrai avis, pour partager mon avis, mon pourquoi du comment. Une vidéo objective sur le sujet avec des démonstrations en live. On dit toujours qu'il vaut mieux montrer par l'exemple que des longs discours. Donc c'est ce que je vais essayer de faire là dans cette vidéo. Donc oui, donc l'avis n'engage que moi. Je représente personne. Euh, je cherche pas à piéger l'outil. Je cherche pas à chercher la petite bête ou autre chose.
Voilà, je suis de toute bonne foi, malgré ma position apparente qui est plutôt en défaveur d'un tel outil. Voilà, idem, je n'attaquerai pas et je suis désolé d'avance si certains de mes propos peuvent être interprétés comme ça, mais je n'attaque absolument personne. En revanche, je peux et je vais certainement attaquer l'idée, mais, euh, mais c'est, je pense, la vie de toute start-up, la vie d'entrepreneur qui est en fait, de recueillir des feedbacks, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est la vie et c'est le jeu. Tout ce que j'espère, c'est que ce que je vais exposer, pas que ça soit pris en compte, hein, parce que après, c'est pris en compte, je m'en fous, hein. Euh, Tout ce que j'espère, c'est que voilà, c'est que personne prendra ça personnellement, que mes explications seront claires. De toute façon, néanmoins, je reste joignable sur LinkedIn, en commentaire sur YouTube. Y a pas de souci, non, il n'y a pas de raison pour que je ne réponde pas, sauf si je suis débordé ou s'il fait trop chaud. S'il fait trop chaud, alors, pour ceux qui vont regarder la vidéo plus tard, je tourne la vidéo le 10 août, le 10 août 2020. Du coup, on est dans un épisode un peu de canicule à 38 degrés à Paris. Du coup, il fait assez chaud. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Euh, mais voilà, donc j'espère que vous allez apprendre des choses pendant la vidéo, alors, peut-être pas que vous allez passer du bon temps parce que ça reste une vidéo. Découvrons un outil, hein, c'est pas non plus transcendant. Mais voilà, donc je vous invite tout de suite sur VS Code pour une fois pour découvrir cet outil qui est que compatible VS Code. Du coup, ça touche qu'une partie. Je ne sais pas quel est le pourcentage de développeurs sur VS Code, mais en tout cas, ça en touche qu'une partie. Et moi, pourquoi je n'utilise pas cette IDE au quotidien? Tout simplement parce que il offre beaucoup moins de possibilités nativement qu'IntelliJ, notamment sur le refactoring, sur les différents plugins qu'on peut. Sur le refactoring, sur ce qui est de base. Sur l'IDE, on peut se connecter à Docker, on a même le terminal de base qui n'est pas de base sur VS Code, enfin plein de petites choses qu'on a de base sur IntelliJ, enfin même les IDE de JetBrains qu'on n'a pas de base sur VS Code. Alors certes, IntelliJ est plus lourd, mais la contrepartie est là, je pense. Néanmoins, du coup, nous sommes sur cette vidéo pour tester l'outil donc Ponycode, ce que nous propose cet outil. Du coup, là j'ai cette fonction donc d'addition que je vais vouloir tester. Du coup, on nous propose sur un clic droit d'avoir Ponycode ici, une test ou avec un raccourci. Donc ça nous ouvre ce panel à droite où donc c'est la première fois, enfin je le découvre plus ou moins en même temps que vous. Donc là, comment est partagé ce panel? On a une unit test, je sais pas trop à quoi ça correspond, peut-être les tests qu'on va faire sur cette fonction, les suggestions que Ponycode peut nous apporter, et l'historique, certainement, l'historique des tests qu'on a fait dessus, peut-être, je ne sais pas encore. Du coup, comment ça se matérialise? Alors déjà, je vois que les suggestions sont plutôt appropriées.
Par contre, là, ce que je comprends pas, c'est la case return. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois mettre un return, le return que j'attends? Je ne sais pas. Ok. Si c'est ça, c'est un peu embêtant parce que là, je m'attends à ce que l'outil détecte un peu plus de choses, surtout sur un truc assez basique. Là, un return qui fait juste un plus. En, en tout cas, euh, En tout cas, bon, ça peut m'aider à trouver des suggestions. Donc, j'imagine que si je fais plus, voilà. Donc, ça m'a ajouté ça. Là, j'ai un truc ici. Alors, lecture, elle est un peu difficile. Là, missing expectation. Ok. Si je clique, ça, ok. Je sais pas trop ce que ça fait. Donc là, on va prendre plutôt un truc assez simple. Si on fait 1000 sur l'opérande 1 et 3 sur l'opérande 2, j'imagine que le return, c'est ce qu'il faut mettre, ce qu'on s'attend. Donc on s'attend à 103, ok, donc là ça s'est changé. Je vois genre encore une poubelle, mais j'ai surtout un truc qui me permet de le jouer. Donc si je fais ça, c'est un peu long. C'est même très long, juste pour vérifier une addition. Bon, ça tourne en boucle. Et ça a fail. Alors, je sais pas. Ok, j'ai une belle erreur de compilation. Enfin, pas de compilation, mais je sais pas trop de ce que c'est. Peut-être qu'il y a un webpack ou quelque chose derrière. Enfin bref, là la transpilation peut-être de la série de tests est pas terrible. Alors est-ce que je sais pas si j'ai oublié de mettre un plugin ou autre chose, ou en plus de ça. Donc je suis un peu déçu que sur un truc aussi basique qu'un ajout, enfin, qu'une addition, bah, je puisse pas lancer mes tests. Alors peut-être que si je vais voir j'ai un fichier de test qui a été généré. Peut-être qu'en allant voir ça, alors je vois addition, ok. Alors là je me dis, quand je vois le type de l'import, je me demande si ça gère l'export-import. Du coup, on va le modifier. Alors, je suis pas trop familiarisé avec ça, mais de mémoire, je crois que c'est module.export égal hop, on va mettre un objet avec addition à l'intérieur. Et voilà, donc je vais juste repasser sur une TG parce que ça m'énerve. Tac, hop, module, module.export. Donc j'imagine qu'il me faut un truc comme ça, avec ça, donc ça envoie un objet, donc avec ça peut-être. Hop, si je repasse, voilà. Donc là je vais juste pas le sauvegarder et le réouvrir. Là j'ai bien mon module.export. Ok. Alors, là j'ai perdu mon truc. Est-ce que je peux rouvrir à partir de là? Non. Est-ce que ça je peux faire à partir de ça? Ouais, ok. Donc là j'ai changé, j'ai mis un module.export, c'est toujours un peu long. Ok. Ok, toujours une erreur. Bon, c'est pas très probant. On va essayer d'aller voir sur leur doc. Parce que je sais qu'il y a un truc de un truc de test, ouais, vous voyez avec email.js, donc fonction, module.export,
c'est un peu près ce que je fais. Du coup, on va le faire un peu plus comme il montre. Du coup, il montre comme ça. Fonction. Tac. Alors là, j'imagine que bon, là c'est de la prise en main, donc peut-être que c'est un peu compliqué. Tac. Ok. Est-ce qu'il faut que je fasse à partir de ça? Ouais. Voyons voir si ça marche mieux. C'est toujours très long. Ça me rassure pas du tout. Alors je fais quand même quelque chose d'assez simple. Alors je vais débugger en live, hein, parce que ce que je vis là, c'est ce que vont vivre donc les développeurs quand ils vont installer la première fois l'outil. Parce que là, ça a l'air d'être plug and play. Enfin, ça a l'air d'être la promesse de cette doc en tout cas. C'est intéressant. Je vais aller voir sur leur repo s'il y a une chose qu'éventuellement j'aurais oublié. Package JSON. Non, il y a un learner. Alors, learner. Ok. Bon. Alors, on a du React. Alors, je pense pas que ça soit ici. Peut-être sur l'API. Hop. Alors, je vais Marianne, Jess. Ah, il manque peut-être ça. Alors, bon, bah, du coup, ça serait pas mal de le donner dans la doc. Hop, je mets ça ici. Alors, yarn, add. Hop. Tac. Hop. Et il me l'avait pas mis par hasard. Je ne pense pas. Alors, ben on va retester. Hop. Toujours aussi long. C'est un peu embêtant. Moi qui pensais que c'était plug and play, alors ce que je vais faire, c'est ben, je vais couper la vidéo et ben, je vais essayer de le configurer pour au moins que ça marche et pour poursuivre. Parce que j'ai réussi à débloquer la situation que vous avez vue juste avant. Enfin, j'ai trouvé un workaround plutôt. Alors le workaround que j'ai trouvé, c'est d'y aller à l'ancienne avec de lancer Jest. Donc j'ai une commande qui s'appelle yarn test qui me permet de faire ça. Donc allons-y. Ce que je vais juste faire, c'est j'ai d'autres tests qui m'ont permis de construire d'autres choses. On va juste les enlever pour pas que ça pollue le truc. Tac. Hop. Donc là, si on relance, on va avoir juste du coup juste le test qui se trouve ici normalement. Voilà, 1 sur 1. Donc petite nota bene, on peut pas a priori choisir où on place le fichier de test. Il se place obligatoirement à côté du coup du fichier en point d'entrée. Donc pour les personnes qui aiment bien mettre leurs fichiers de test dans un répertoire test, moi c'est un peu ce que j'aime bien faire. Ça évite de polluer mon arborescence. Ben là c'est pas possible.
Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Bref, là, en testant un peu l'outil, pendant que j'essaie de trouver un workaround, j'ai remarqué que si on enlève l'export ici, là on a toujours le petit cône et on peut générer donc un test. Enfin, on nous propose de pouvoir faire un test unitaire Ponycode sur cette fonction. Donc là on y va, on met 1, 4, et là vous voyez j'ai mes données de test qui disparaissent. Euh, sans savoir trop pourquoi, mais en fait le pourquoi il est assez évident, c'est que il manque l'export sur la fonction. Ce qui est assez dommage, c'est du coup, c'est que Ponycode ne détecte pas ça et nous propose de générer des tests unitaires sur une fonction qui est non exportée. Du coup, c'est un peu embêtant, ça fait perdre un peu de temps, pensant qu'on pourrait tester unitairement une fonction du coup privée dans le scope du fichier. C'est pas possible. On est obligé du coup de faire gaffe et de pas générer une fonction, enfin de test à partir d'une fonction qui n'est pas exportée. Ce qui semble logique, mais pourquoi du coup proposer l'outil sans ce mot-clé export. Ok, next step. Euh, Là, on voit que j'ai des données assez cohérentes en JS qui sont proposées. Not a number qui est assez cohérent aussi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est parce que là j'ai relativement plutôt bien nommé mes choses. J'ai ma fonction qui est une addition qui prend en paramètre un opérand 1 et un opérand 2. Donc je vous laisserai chercher ce que c'est un opérand, mais j'aurais pu également utiliser le mot terme. En fait, c'est juste un mot dans le lexique mathématique qui désigne les termes pour faire une addition. Donc terme 1, terme 2, etc. Imaginons, parce que dans la vraie vie, les gens nomment pas forcément bien les choses. Ils vont peut-être là juste mettre A et B pour aller, je sais pas, pour aller plus vite, j'en sais rien. Donc là, si on met A et B, qu'on supprime tout et qu'on génère un fichier, enfin un test Unicode, on voit que les suggestions ne sont plus du tout en adéquation avec une addition, puisque je pourrais additionner deux chaînes de caractères. Du coup, c'est pas vraiment ce que je veux. Parce que moi, je veux faire une addition, donc une addition, c'est pas additionner deux chaînes de caractères, hein. C'est vraiment additionner deux nombres, qui soient négatifs ou positifs, ou à virgule ou pas. Si j'avais voulu en fait concaténer des chaînes de caractères, j'aurais simplement appelé ma fonction concat ou concatenation, ou concaténer si je faisais du français. Du coup, là, il y a quand même un petit couac dans les suggestions, parce qu'ils ont l'air d'être vraiment affiliés aux termes qu'on utilise. Voyons voir si on met int a et int b ici, int a, int b, et qu'on régénère un truc. Donc là, là j'ai des devises. Du coup, ça me laisse un peu perplexe sur les suggestions qui sont faites. Euh, Ça a bien marché, alors on va leur mettre opérand 1 et ce qu'on va faire, on va juste faire ça. Hop, hop. Donc là, alors il se régénère, mais bizarrement on dirait qu'il reprend
qui reprend l'ancien. Enfin, il change juste les noms ici, mais il garde les suggestions. Je suis obligé donc du coup de refaire ça. Donc là, je me retrouve avec des résultats plutôt cohérents avec ce que j'attends. Du coup, on va essayer. On va mettre 0. Alors là, je m'attends aussi à qu'il y ait un peu plus de détection parce que là, je dois rentrer manuellement ma valeur de retour que j'attends. Donc, pour 0 plus 0, j'attends un 0, hein, évidemment. Si je prends celui-là, là, je m'attends à un 10.5. Alors, d'accord, en anglais, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une valeur négative. Je sais pas, 1, moins 5, ça va nous donner moins 4. On va faire autrement, on va faire tac, moins 8, moins 2. Du coup, ça fait 2, moins 11. Tac. Du coup, là, on va relancer ma série de tests. Parce que je peux pas cliquer ici, hein, ça fait des erreurs. Donc tout passe, hein. Alors là, premier truc que je vois, un truc je vois, ça c'est un describe et ça c'est les hits, describe ou contexte d'ailleurs. Du coup, si vous êtes familier à Mocha ou à Jest, donc les hits c'est là où on a les expect et les describe c'est pour donner un peu de contexte. Là, on voit que en lisant au premier abord, en fait, c'est un peu compliqué à comprendre ce que je teste. Enfin, je teste addition, point addition. Pourquoi point addition? Je ne sais pas, on ira voir juste après pour essayer de comprendre comment les tests sont générés. Et là, je vois 0, 1, 2, 3. Ok. Alors celui-là, il peut être compréhensible avec le return 0, mais 1, 2, 3, difficile à comprendre. La seule chose compréhensible qu'on peut en déduire, c'est que ça vient d'un tableau, et comme les tableaux, leur index, ça commence à 0, donc on a 0, 1, 2, 3, et qui correspondrait au cas 0, 1, 2 et 3. C'est un peu ce que j'en déduis. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Expectation, ok. Je sais pas trop ce que c'est. Là, si on va voir le fichier de test à droite, là, donc on voit, alors déjà, là, un truc qui me pose un peu souci, c'est que c'est un require, alors qu'on est quand même en ES, je sais plus en ES combien on est, mais c'est un peu démené, hein. Maintenant, c'est vraiment les export, import, hein, la façon d'importer des modules, hein, en JS, hein. Donc ça, c'est un peu vieillot, malgré que ça soit un outil jeune. Du coup, je vois que const require, du coup, en plus, j'ai fait l'effort de faire un export nommé, hein. Un export pas nommé, ça serait un export default, hein, par exemple, hein, avec un truc comme ça. Ou si j'avais utilisé fonction, un truc comme ça. Donc je fais l'effort de faire un export nommé, mais là on fait pas l'effort de l'utiliser. Parce que si on l'avait utilisé, on aurait eu les brackets là. Du coup, deuxième aspect un peu vieillot du code, moi perso, quand je mets un export nommé, je m'attends à utiliser l'export nommé, hein. Du coup, en fait, ils sont obligés de faire ça. Pourquoi? Parce que dans cette constante là, où du coup, c'est un peu tout se transvase là-dedans. Du coup, ils sont obligés de dire, dans le réceptacle, j'utilise la fonction addition. Du coup, ça nous fait un addition.addition. Ce qui est pas, enfin, ce qui est à mon sens pas fifou, hein. Si j'avais eu toto.addition, voilà. Du coup, pour avoir un truc cohérent, il faudrait que
Par exemple, mon addition, là, je renomme ça en maths, pour avoir maths ici et maths.addition. Là, on aurait un truc un peu plus sympa, mais du coup, ça me force à... Enfin, l'outil me force à nommer les choses comme j'ai pas envie qu'elles soient nommées. Alors, je pense que je peux quand même travailler le nom du describe hein, pour mettre addition ici. Hein. Et là, du coup, là, un mystère se lève, c'est que bah, on comprend effectivement que les 0, 1, 2, 3, c'est bien la suite de nos cas. Donc 0 avec 0, 0, 1 avec 0, 5, 10, etc. Du coup, là c'est un peu embêtant parce que là j'aimerais bien avoir des noms de tests un peu plus sympas que 1, 2, 3. Hein. Parce que imaginons demain, pour X raisons, il y a notre PO, notre chef de projet, qui nous demande les règles métiers qu'on a testées. Et ben du coup on peut pas lui extraire la suite de tests pour lui donner. Moi, je le fais assez, je ne veux pas dire régulièrement, mais ça m'arrive de le faire. Et en fait, mon PO me demande qu'est-ce qu'on a implémenté comme règle métier dans le code, je lui sors la suite de tests et je lui donne. Et du coup, il comprend normalement à la première lecture à quoi ça correspond. Là ici, du coup, je ne peux pas faire ça. Un deuxième effet bénéfique quand même sur le nom des tests, c'est que ça sert de documentation assez vivante. Par exemple, là c'est un code assez simple, mais imaginons un code un peu plus complexe sur un algo mathématique, etc. Je l'écris aujourd'hui, mais je reviens dans 6 mois, si je vois que mes cas de tests se nomment 0, 1, 2, 3, en fait je sais pas j'ai pas souvenir de qu'est-ce que j'ai testé. Alors que si j'écrivais explicitement mes cas de test et l'intention qui se cache derrière, je vais de fil en aiguille retrouver ce que le code voulait dire, ce que je voulais faire à travers ça, etc. Donc là, c'est un peu, c'est pas un peu, c'est vraiment très embêtant. Surtout que, alors, petite suggestion d'amélioration du coup, il suffirait presque de rajouter ici genre une colonne libellé de test pour qu'on l'écrive à la main et avoir un libellé du coup correct. Ensuite, et ben, du coup, effectivement, on se retrouve avec addition pour addition qui n'est pas fifou, hein, c'est ce que j'expliquais juste avant. Et là, un let, pourquoi un let et pas un const? Je ne sais pas, parce que là, a priori, on ne réassigne pas résulte. Pourquoi utiliser let? Ben, je sais pas, encore, je pense, du JS un peu vieillot. Parce que je crois que const a été introduit, alors pas récemment, mais il a été introduit certainement après let. Du coup, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un peu euh, mon fichier de test pour avoir un truc un peu plus au goût du jour. Hein. Export from, désolé, je disais, j'avais pas l'habitude de VS Code. Addition, donc ça pourquoi pas. Là on va mettre const. Hop, échappe et échappe. Là on va enlever addition. Hop. Const. Hop. Alors désolé hein, pour les aficionados de VS Code, je ne connais pas le raccourci qui me permettrait de tout sélectionner d'un coup pour modifier plus rapidement. Voilà. Alors là, en plus, là, il faudrait trouver un bon nom, une intention qu'on teste. Je vais l'écrire en français. Quand je donne 0 pour les deux opérandes, alors le résultat est 0.
Alors le résultat de l'addition est 0. Voilà. Là déjà, ça parle déjà un peu plus. On voit qu'est-ce qu'on cherche à tester quand on a 0 pour les deux opérandes, avec un S là. On a 0. Là, le test suivant, là je vois que j'ai un nombre à virgule. Là, on peut mettre, quand je donne un nombre décimal à une des deux opérandes, alors le résultat de l'addition prend en compte la décimale. Hop. Ensuite, second test là, c'est quand quand je donne un nombre donc négatif à une des deux opérandes, alors le résultat prend en compte l'opération. Je ne sais pas trop comment la décrire. Et là, le dernier, c'est quand je donne un nombre négatif aux deux opérandes, pour les deux opérandes. Alors le résultat prend en compte ça. Du coup là, mes tests sont un peu plus parlants. Alors là, c'est dans les lives de la vidéo, je le fais en live, hein, j'ai pas réfléchi aux tests. Ça se trouve, dans la réalité, j'aurais peut-être pas écrit ces tests-là. Je l'aurais peut-être pas écrit comme ça, je peux vous donner un comparatif. J'aurais peut-être pas écrit comme ça, et bon, voilà, c'était pour le live. Donc là, je relance Yarn Test. Du coup, là, on a tout de suite, si on compare les deux, une chose un peu mieux là. Dans mon cas de l'addition, là, j'ai les 4 tests là. Donc déjà, là, c'est beaucoup plus sympathique pour n'importe qui de lire ça que ça. Hein, enfin, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer davantage. C'est assez criant de lui-même. Très bien. Donc demain, je veux rajouter un autre cas de test, évidemment, parce que je sais pas, par exemple, là, je me suis dit pour l'opérand 2, j'ai pas fait de nombre à virgule. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rajouter un cas de test. Tac. Alors, mince, j'ai tout qui a sauté. C'était pas prévu, hein. Je savais pas que tout allait sauter. Enfin, j'envisageais parce que je sais exactement ce que ça va faire. Là, je peux plus rien faire. Là, le fichier de test, je sais pas, il a totalement bugué. Là, il m'a laissé ça, mais il est revenu en 0, 1, 2, 3, 4. Hop, pomme T. Est-ce que ça va faire des choses? Non, pas grand chose. Voilà, alors là, je peux pas aller plus loin sur ça. Alors, on va essayer de faire un truc. Alors là, je perds grave du temps. Là, je veux juste rajouter un cas. Le logiciel me permet pas. Du coup, c'est assez embêtant. Donc, on a dit 10 plus par exemple 0,5. Donc, ça me donne. Putain, chaque fois que je défocus, c'est un peu relou aussi. Tac. Donc là, il m'a régénéré un fichier test. Donc avec machin. Donc en fait, je j'ai pas trop la main sur. Au final, j'ai pas trop la main sur le fichier qui est généré. Alors ce qui peut être compréhensible, hein, mais encore une fois, du coup, je me retrouve avec des tests qui sont hyper couplés à l'outil, et en général, moi, c'est pas trop ce que je veux, parce que si demain, pour une raison ou pour une autre, l'outil me satisfait plus, et ben, déjà, je peux plus les. Alors, je peux toujours lancer les tests, mais du coup, je dois repasser sur tous mes fichiers de tests pour refaire un truc bien. Enfin, bref. Là, je vais rajouter un autre cas.
On va juste faire l'inverse, 10-10. Hop, tac. Alors c'est vraiment chiant le défocus ici, là. Donc un fichier de test, donc du coup il l'a rajouté ici. Voilà, du coup là je lance. Donc là on est bon. Là je me dis que le cas là en fait je préférerais l'avoir ici. Du coup naïvement je vais faire ça. Mes tests vont passer hein, a priori. Voilà. Par contre ici quand je vais vouloir rajouter, on va faire 3 plus 3, 6 par exemple. Qu'est-ce qu'il va me faire ici? Eh ben, il m'a. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a réordonné mes tests. Ce qui est pas cool, quoi. Parce que du coup, ça veut dire, encore une fois, que je. Bah, j'ai pas la main sur le fichier de test qui est généré. Ce qui est grave embêtant, en fait. Pour au moins toutes les raisons que j'évoquais juste avant. Voilà pour. euh, Là, dans l'immédiat, ce que par rapport à cette fonction addition, ce que j'ai essayé de faire et ce que tout le monde va faire, hein, euh, bah en fait, l'outil me permet, là, en l'état, ça me permet pas de gagner du temps. J'irai aussi vite, en tout cas moi qui ai l'habitude, j'irai aussi vite d'écrire moi-même les tests. Et surtout, là, les tests, bah, comme je disais, ils sont pas très parlants et surtout pour un cas d'addition, ça se trouve, je vais pas vouloir avoir X cas comme ça, je vais vouloir juste avoir bah, addition, tu me calcules une addition et après je mets mes cas d'usage à l'intérieur. Je vais vous montrer moi ce que j'avais fait pour tester cette fonctionnalité d'addition. Voilà, j'avais fait faire une addition, donc avec un import comme moi je le souhaitais. Avec les différents cas. Donc, tu peux même en rajouter un. J'avais même fait un cas un peu drôle pour parce qu'on est en JS, du coup on met une chaîne de caractères, pardon, chaîne de caractères à un nombre. En fait, il concate les deux. C'était pour faire un cas assez marrant. D'ailleurs. Ouais. Et là, demain, si je veux rajouter un cas, là je fais ça. Là je dis -2 avec 1, ça va me faire -1. On va juste rajouter dans mon fichier de geste mon, mon fichier là que je suis en train de tester. Et là, demain, je lance. Et en fait, sous le même intitulé qui est faire une addition, j'ai tous mes cas. Et ça, c'est. Il y a une règle qui dit. Ah mince, je vois pas le détail. Ah, c'est chiant. Bon, j'ai pas envie de configurer pour qu'il soit plus verbeux. Peut-être que si. Ah non. Il y a une règle qui dit une des bonnes pratiques, c'est d'avoir un expect par test, mais c'est pas une vérité en soi. Là, pour faire une addition, je peux très bien faire ça. Sur des cas un peu plus complexes ou même standards, souvent quand on va récupérer des données en base, on va faire des traitements puis les re-sauvegarder. Si on fait la partie test de la sauvegarde via un test double, on va vouloir peut-être juste expect qu'on a bien appelé avec tel paramètre, expect qu'on a bien appelé qu'une seule fois la méthode, enfin juste faire plusieurs expect à la suite pour une intention donnée. Et du coup là, encore une fois, là ça ne nous donne pas cette possibilité parce que si on veut le faire, Ponycode se perd jusqu'à même réécrire la suite de tests, voire même être obligé de supprimer le fichier de test pour continuer à utiliser l'outil. Et ça, à mon sens, c'est vraiment embêtant. Et
et ça va à l'encontre de ce que dit Ponicode dans son speech, qui est d'aider le développeur à plus de productivité, etc. Là, clairement, je vais aller plus vite à écrire ma suite de tests moi-même. Il y a un autre aspect de l'outil que j'aimerais bien tester aussi. On a vu que quand on réordonnait ou quand on réécrivait un peu les tests qui étaient générés, quand on voulait en rajouter, eh ben, il nous réécrasait le fichier par la nouvelle génération, etc. Du coup, là, ce que j'aimerais bien tester, c'est ma fonction addition. Elle va vivre dans le temps. Potentiellement, elle va être renommée, elle va prendre de nouveaux paramètres, des paramètres vont être supprimés, etc. Donc elle va vivre dans le temps. Donc on va essayer de simuler ça avec l'outil. Donc là, on va rajouter des cas. Euh, hop, tac, tac, et on va lancer donc les tests. Il y a un test. Donc normalement, ça devrait toujours fonctionner. Donc ça, c'est bon. Je passe toujours avec mon 0,1. Du coup, on a dit, demain, on fait une addition plus à 2, mais à 3 opérandes. Opérande 3. Hop. Tac, on en rajoute un. Donc, du coup, comment va réagir le truc? C'est une question que je me pose. Là, les tests, a priori, doivent toujours passer. Ah ben non, les tests ne passent plus. Ah, ce qui est plutôt bien. Du coup, comment ça va être géré? Alors, tac. Alors là, euh, ok, je m'attendais pas forcément à ça. Donc là, j'ai plus de suggestions. Attendez. Must be unable to. Ok, j'active. Ok, il reste sur opérande 1, 2. Mais sauf que j'ai 3 paramètres. Ok, donc là, une autre limite de l'outil, c'est je rajoute un paramètre. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je supprime les tests, les tests générés et que j'en régénère. Qu'est-ce qu'il me fait quand je fais ça? Hein? Alors, euh, chose fun fact là, chose assez marrante, c'est si j'ai 3 paramètres, enfin c'est pas pris en compte. Petit problème là. Nous avons un petit problème. C'est qu'on est limité à 2 paramètres par fonction. Alors dans un sens c'est bien parce que une des règles du clean code c'est de mettre le moins de paramètres possible, mais néanmoins des fois on a besoin d'en mettre plusieurs et là on ne peut pas en fait. Très bien, très bien, très bien. Hop, c'est pas grave, je vais tester l'autre chose que je voulais tester. Du coup, euh, on va remettre ça. Tac. Euh, hop. Donc là, ça nous fait 2. Et là, ça nous fait 0,5. Hop, on lance les tests. Et demain, on se dit, bah en fait, addition, le nom addition est pas suffisamment bon, précis, ce que vous voulez. Euh, on renomme cette fonction addition, par exemple, de nombres ou chiffres, nombres, de deux nombres. Ok. Du coup, comment va réagir l'outil? Alors là, il m'a remis addition de deux nombres. Je lance les tests. Donc les tests échouent, ce qui me semble assez logique. On va fermer ça. On va faire ça. Là, il semble pas perdu, mais en revanche, je dois tout refaire. Donc on va ajouter ça.
ça. Là, 0 plus moins 1, ça fait moins 1. 1 plus 1, ça fait 2. Hop, il y a un test. Du coup, je suis toujours en erreur. J'ai 2 tests qui sont passés. Ah, mais en fait, il m'a gardé. Donc, il m'a gardé l'ancienne test suite. Donc, si j'ouvre le fichier de test, et en effet, j'ai les anciens tests et j'ai les nouveaux tests après renommage. Du coup, là, je suis obligé de revenir ici, de faire ça, et donc, du coup, ça sera bon. Euh, donc là, deux nouvelles limites un peu embêtantes, c'est je peux pas mettre plus de 2 paramètres dans ma fonction, et quand je renomme ma fonction, il me fait de l'ajout. Il me fait de l'ajout dans le fichier de test associé. Du coup, de facto, je dois recréer tous mes 4 tests. Et de facto, les tests de la précédente fonction, avec le précédent nom, restent. Et du coup, quand je lance mes tests, ma suite de tests est rouge. Parce que la précédente fonction, du coup, n'existe plus. On va essayer de prendre un cas qui ressemble un peu plus à la réalité du terrain. Parce que bon, c'est bien beau de faire une addition, mais en général, dans la plupart des projets, si ce n'est tous les projets, on n'utilise pas que des fonctions pures, c'est-à-dire sans side effect et tout ça. En général, ce qui se passe, c'est qu'on va récupérer des choses en base de données, on applique une ou deux règles métiers et puis on enregistre pour faire un cas simple. Donc moi, ce que je vous propose, c'est donc j'ai préparé un code qui, pour ceux qui connaissent la to-do list, ça serait pour checker un to-do dans cette to-do list. Donc l'idée, c'est de récupérer l'ID, enfin le to-do depuis son ID, de lui appliquer une date de quand ça a été checké, de vérifier que le check est forcément dans le futur, c'est une règle métier comme une autre, et de mettre à jour donc, le to-do dans le repository, enfin dans la base de données ou whatever. Du coup, j'ai codé cette petite fonction de 16 lignes qui fait le taf, hein, normalement, hein, c'est en pure logique. Donc c'est JavaScript style, hein, c'est-à-dire que c'est une fonction curifiée. Hein. Donc quand on regarde, ça prend un repo en paramètres et ça renvoie une fonction asynchrone qui prend en paramètre un objet avec en champ to-do ID et checkat. Ça fait quoi? Ça récupère de quelque part le to-do avec son ID. La récupération est en général asynchrone, hein, donc je fais un await, un async await hein, pour attendre la réception de l'information. Si le to-do n'est pas connu, alors je throw une erreur, donc to-do not found. Si la date de check du to-do est inférieure à la date actuelle, alors je dis que le checkat doit être dans le futur. Et sinon, si tout se passe bien, j'update mon repository de to-do avec donc, mon ancien to-do et le checkat là. Donc effectivement, on pourrait élaborer autrement cet algo, on pourrait faire autrement. Il y a autant de façons de faire qu'il y a de développeurs, hein, ça c'est sûr et certain. J'aurais pu utiliser une classe, j'aurais pu faire plein d'autres choses, mais on va essayer de se focaliser déjà sur ça.
Du coup, là, si je refais le même processus qu'avant, donc avec un clic droit Punycode Unit Test. Du coup, là, qu'est-ce qu'il me trouve? Il me trouve donc l'input to do repository. Il me propose, je sais pas quoi, des strings enfin des chaînes de caractères. Alors qu'un repository, c'est loin d'être une chaîne de caractères. Du coup, pour moi, là, en fait, je peux pas, rien que là, je peux pas aller plus loin au final. Euh, Parce que je peux pas lui donner un objet, un paramètre. Parce que idéalement, il faudrait que ça soit un truc qui est genre to do get by ID. Là, c'est soit une fonction genre qui prend to do ID, qui retourne euh, return un objet euh, donc un to-do avec, je sais pas, son ID, qui serait 2 points to-do ID par exemple, et je sais pas, son title, euh, title, hop, et là j'oublie pas de fermer ça, ainsi que ça, donc c'est ça que j'enverrai, et alors déjà là il sait pas, là c'est rouge, je sais pas pourquoi c'est rouge, ok. Et là, return, alors là, je suis bien embêté parce que là, je retourne une fonction. Là, alors comment je peux expect que j'ai retourné une fonction? Et surtout que c'est pas ça, c'est pas mon expect ne doit pas porter sur le fait que je retourne une fonction parce que dans le cas-là, je teste rien en fait. Moi, ce que je veux tester, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de la fonction. Alors, on va essayer de prendre dans un autre côté le, le test. Est-ce que je peux faire un test ici? euh, Hop, je ne peux pas. No function selected. Alors que là, on est bien, on est clairement sur une arrow function. No function is not exported, no reachable. Ok. En gros, là, ça, le code là est pas testable pour Ponycode. Enfin, c'est ce que j'en déduis. Je peux pas tester ce code. Euh, Pire, je sais même pas comment je pourrais tester que j'ai des to do not found. Je ne sais pas comment je pourrais, pareil ici. Là, j'ai volontairement mis un piège en mettant une dépendance implicite à la date. C'est-à-dire que là, dans mon test, là, si je mets en paramètre d'entrée en checkout, genre la date d'aujourd'hui, demain ou après-demain, le test ne passe plus, devient rouge. Du coup, là, la date, elle m'emmerde. Il faut faire plein de choses qui font que on peut maîtriser la date. Mais là, en l'état, sur un code pas compliqué et qu'on peut retrouver dans des projets, Ponycode ne me sert pas. Clairement, il ne me sert pas. Je suis obligé, si je veux tester ce code, de repasser à une manière traditionnelle. Du coup, si c'est pour tester des fonctions pures tout simplement, l'outil n'est pas utilisable en fait, à mon sens. C'est parce que des fonctions comme ça, il y en a très peu au final. Parce que c'est pas ce sur quoi on s'attarde et c'est pas ce sur quoi on souhaite qu'un outil nous aide. Parce que les tests de ces fonctions-là sont ultra simples à écrire. Et c'est pour ça que l'outil arrive à les faire. Mais dès qu'on arrive à du code qu'on peut créer, hein, encore une fois, c'est
une façon de faire, mais on peut faire comme ça. Eh ben, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Et pire, on va essayer autrement. On va essayer de réécrire en mode classe. Donc, genre check to do. Tac. Donc, constructeur. On va faire passer ça dans le constructeur. On va faire this. Ça égale ça. Et on va mettre la fonction là. Genre dans un truc qui s'appelle, je sais pas, execute. Hop. Donc ça aussi, hein, c'est une autre manière. Elle marche aussi. C'est une autre manière d'écrire le code qu'il y a plus haut. Là, je fais pomme T. Et ben, pas de fonction sélectionnée. Si je fais pomme T là-dedans, non fonction sélectionnée. En gros, je peux faire qu'avec des fonctions qui sont simples, mais vraiment simples. Des fonctions qui renvoient des fonctions, c'est ultra courant. Enfin, ultra courant, je ne sais pas, mais c'est ultra pratique. Et c'est du JS, hein, c'est du JS style. Hein. On trouve ça, hein, si vous regardez la librairie React Redux, pour ceux qui font du front, le connect, c'est ça. Pour connecter un component React au store Redux, c'est ça. Hein. Le connect, c'est, si je fais du pseudocode sur une partie où on voit bien, c'est connect, je sais plus écrire, connect map state to props, éventuellement map dispatch to props, et là j'ai my component. Et ça, c'est exactement ce qui est écrit ici. Parce que ma fonction là, si je l'écris en pseudocode, ça serait check to do, qui prend un to do repository, et là, ça prend un objet en paramètre qui prend to do id et checkat. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de faire, par exemple, de faire const. Non, désolé, je dérive un peu, mais c'est pour montrer que le code que j'ai écrit, il n'est pas volontairement là pour piéger l'outil, c'est juste pour montrer que c'est JS style et qu'on peut écrire du code comme ça. Et moi, perso, dans certains de mes projets qui sont en JS, il s'est écrit comme ça. Du coup, on pourrait avoir check. Alors, check, j'espère que ouais, il va avoir des. Je vais mettre check to do use cases, use case égale ça. Et plus loin dans mon code, oups, je peux pas faire des points. Ok, merci. Je pourrais faire check to do use cases et là je remets to do id check at. Ça permet de faire quoi? Ça permettrait ça par exemple d'injecter ça dans un composant React, dans un handler API, dans un handler Express whatever, et de mettre ça par exemple dans un conteneur de dépendance. C'est ultra faisable et c'est même à vrai dire, même une bonne pratique de faire comme ça. Et idem, si je duplique ma ligne, je pourrais avoir classe. Là, je pourrais avoir new, comment je l'appelais, new check to do. Et là, un peu plus loin dans le code, je vais avoir ça. Et du coup, voilà. Enfin, c'est de la programmation comme on en fait tous les jours. Soit via de la curification,
soit via des classes. Et du coup, l'outil, en fait, il est ultra restreint à un type de code. Une fonction qui renvoie une primitive prenant en paramètre des primitives. Évidemment, ces fonctions ne font pas de side effect, hein, parce que autrement les side effects, faudrait peut-être creuser un petit peu, mais je vais creuser un petit peu parce que j'ai des katas sur lesquels je vais essayer l'outil où il y a ce genre de side effect. Donc on verra comment ça réagit. Mais voilà, c'est du coup là je suis bloqué dans mes tests. L'outil ne m'aide pas. Alors maintenant on va s'attaquer à un autre aspect que je voulais explorer de l'outil, c'est parce que l'une de ses promesses, mais l'une de ses caractéristiques, c'est de nous dire écris ton code, on va générer des tests qui vont bien dessus. Du coup, sous-entendu, c'est on a du code déjà écrit sur lequel on va pouvoir interagir avec l'outil. On construit pas en fait ou peu notre code avec l'outil, comme on pourrait le faire par exemple en TDD. Du coup, on a vu avec l'exemple juste précédent, l'update, le check d'un to-do là, que même en utilisant une syntaxe basique et admis par tout le monde, hein, parce que de toute façon on peut pas faire ce que j'ai fait trop autrement. Enfin, on pourrait le faire d'autres manières, mais ce que je présentais, c'est deux grandes possibilités. Alors, on a vu que j'atteignais rapidement les limites de l'outil et que un programme c'est pas juste des fonctions qui prennent des primitives en entrée et qui retournent une primitive en sortie. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui est vendu par l'outil, c'est-à-dire pouvoir générer des tests compréhensibles et tout ça, enfin des tests avec l'IA pour générer des tests plutôt sympas après avoir écrit du code, on va essayer de voir ça sur un kata. Donc un kata, c'est un exercice pour s'entraîner qui est assez connu dans le monde du craftsmanship. C'est le kata qui s'appelle le Guided Roses. Je vais pas faire l'histoire de ce kata, je vais pas dire ce qu'il fait et ce qu'il fait pas. Mais grosso modo, c'est un code legacy. Donc, code legacy dans le sens où il est assez dur à comprendre, il n'a pas été écrit, a fortiori pas écrit par nous, et dans ce cas-là, dans ce cas-là, il est testable. Testable de manière classique. Donc si on le prend, le code il ressemble à ça. Hein. Du coup, on a une classe shop avec une fonction update quality qui fait tout ça. Donc ça, c'est un peu extrême, mais c'est des choses qu'on peut retrouver sur nos projets. Il n'y a aucun souci, avec peut-être un peu moins d'application de if, mais c'est envisageable. C'est pour ça que le kata il est axé sur ça, c'est pour essayer de réduire toute cette complexité de if. Du coup, je vais devoir déjà remodeler ce code-là parce qu'on a vu précédemment que je ne pouvais pas attaquer une classe shop avec l'outil. Je peux attaquer qu'une fonction exportée. Du coup, en l'occurrence, je vais essayer d'exporter du coup update quality. Du coup, update quality va forcément prendre item donc, en paramètre. Tac, on va enlever ça. On va enlever ça. Et là, on va export update quality. Et là, la fonction que j'oublie pas. Hop. Et là, le vis, il va falloir que je remplace tout ça, évidemment. Refactor, il n'y a pas un rename. Non, replace in file. Voilà. Donc, vis items par items
Hop. Et là, comment on remplace en faisant ça? Hop. Tac, 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 tac. Alors, j'imagine qu'il y a plus rapide, hein. Mais encore une fois, ce que je disais en préambule, c'est je suis pas familiarisé avec l'outil VS Code. Du coup, il y a des choses que je sais un peu moins bien faire que si j'étais sur IntelliJ. Néanmoins, donc là, on est sur une fonction comme Ponycode peut faire, c'est-à-dire que j'ai une fonction exportée et ça prend en entrée un paramètre qui en l'occurrence un tableau d'items. Donc là, je m'attends à voilà, donc il y a des suggestions. Donc des suggestions qui ont l'air d'être sympas pour le coup. Ah, ouais, alors sympa, je sais pas, parce que là, j'ai Quality, j'ai un truc RGBD dedans, je ne sais pas pourquoi. Oups. Ok, néanmoins, là, j'avoue, agréablement surpris, j'ai des propositions qui ressemblent à un tableau. Donc c'est assez cool, j'avoue. Donc on va en prendre un au hasard. Par contre là, oui, effectivement, le piège de ce kata, hein, parce qu'il y a forcément il y a un piège, c'est la fonction mute, mute l'objet d'entrée. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu, là on voit item i.name et plutôt ici .quality égale. Donc il mute carrément l'objet et pour faire un return à la fin. Du coup, je sais pas comment gérer ça. D'ailleurs, c'est pas normal qu'il fasse un return. Du coup, grâce au return, alors il faudrait. Alors je le fais comme moi je le ferais dans la vraie vie. Donc je le placerai comme ça. Alors déjà là, j'ai un gros rouge dans la gueule. Je sais pas, test file. Ah ok. Là, ça me paraît compliqué. On va essayer de réindenter tout ça. Sur quoi il se base le tout equal? S'il a pris ce que j'ai mis ou pas. Il y en a un des items. Non, là, il n'y a pas de tout equal. Voilà, donc je sais pas si je mets un tableau vide. Hop. Alors là, j'ai une erreur. Ok. Ok. Là, alors, j'ai pété le truc. Donc on va reader et delete ce test, ce fichier de test. Là, on va en reprendre un. Et là, on va mettre un return objet comme ça. Donc là, j'imagine pas. En fait, je peux. Comment dire? Bah là, ça marche pas en fait. J'avais presque été agréablement surpris, mais quand je fais comme si j'étais dans mes fonctions, dans la fonction addition de début de vidéo là, où je mets un petit return, même qui doit pas ressembler à ça. Là, il marche pas. Enfin là, il me génère pas le code en fait. Parce que là, je m'attendrais à avoir un let result du coup, où j'expecte ce return. Alors attendez, on va essayer. Ah, je ne peux pas delete ce test. Ok, alors, on va delete ça. Donc là, j'ai plus rien. Si j'en remets un avec un return vide.
Si je vais aller voir les tests génériques, toujours pareil, j'ai pas de tout equal à un tableau vide. Du coup, je peux même pas faire ce qu'on appelle un golden master, c'est-à-dire pour comparer l'avant-après. Là, je ne peux pas le faire, ce qui est bien dommage. Parce que là, je pensais qu'en voyant les suggestions des inputs, je pensais que là, ça allait vraiment m'aider en fait. Mais en fait, je me heurte à une limite, une nouvelle limite de l'outil. Voilà. Bon, là, j'irai pas trop plus loin parce que je ne peux pas aller plus loin au final. Du coup, je vais prendre un autre cas de figure dans la vraie vie, et on va voir ce que l'outil nous permet de faire. On va s'attaquer à un autre kata maintenant, parce que le Guide Rose, lui, il fait pas d'effet de bord. Quand je parle d'effet de bord, c'est il va pas récupérer de trucs dans une base de données ou des choses comme ça. Un autre kata qui justement reflète un autre aspect de la réalité, c'est justement ces accès à des dépendances extérieures qu'on peut retrouver dans tout projet, parce qu'un projet qui n'a pas ses entrées-sorties, en général ça sert pas à grand chose. Euh, c'est, euh, je crois que c'est l'un des créateurs de Haskell, pas un créateur, enfin des utilisateurs d'Haskell qui disait comme Haskell c'est un langage à la base fonctionnel mais pur de chez pur. Bah en fait ils étaient un peu coincés parce que c'était tellement pur que ben les entrées-sorties étant des side effects, et ben en fait le langage en soi ne servait à rien. Parce le langage ne pouvait pas donner des infos ou prendre des infos à l'utilisateur. Du coup, c'était un peu chiant. C'est pour ça qu'ils ont créé, enfin, qu'il y a la monade IO d'ailleurs, pour encapsuler cet effet de bord dans entrée-sortie. Bref, là je divague. Mais juste pour dire qu'on ne peut pas créer un projet avec que des fonctions pures. À un moment donné, faut des interactions avec le monde extérieur. Et l'une des interactions les plus connues, c'est quand même celle avec les bases de données. Bref, là je reviens à mon kata qui est également assez connu, qui s'appelle le trip service. D'ailleurs, j'ai fait pour pas faire, je fais pas d'auto-promotion, mais j'ai fait une vidéo, je mettrai en description sur ma chaîne de comment je refacto ce code-là. Où dans ce code, en fait, on a deux dépendances qui sont matérialisées par ici là, user session enfin get logged user de user session et find trips by user dans trips.dao. Donc là, les deux là, ces deux dépendances à l'extérieur. Pareil, je donne pas ce que fait le code. D'ailleurs, c'est un peu tordu. Je vous laisserai découvrir si vous voulez le faire. Enfin bref. Là, en amont de la vidéo, j'ai un peu remodularisé enfin, un peu retouché le code parce que de base, ici, là, c'était pas une fonction get trips by user, c'était dans une classe trip service et tout ça, mais comme on a vu précédemment que Ponycon ne gérait pas tout ce qui était méthode dans les classes, du coup, pour pas me répéter, j'ai tout de suite modularisé ça. Du coup, du coup, on va essayer. Si je fais un pomme T ici, euh, là, ça me propose des trucs. Alors, user, alors, pour info, user, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout une chaîne de caractères. Si on va voir, c'est encore plus touchy que ça. Si on va voir notre objet user, là, il est totalement vide. Merci. Mais sauf que si on regarde bien, le user, il a à minimum une méthode de getFriends. Super, donc on l'a pas on l'a pas dans, comment dire, dans l'objet user. Hein, je le remontre hein, ici, c'est super. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aider. Hein, getFriends, on va la mettre.
Du coup, on va même faire ça. Get friends. Hop. Là, encore une fois, hein, je fais beaucoup de trucs en live. Du coup, là, il y a des choses que je découvre, dont ça. Mais du coup, là, ça montre que je... Enfin, là, c'est le code qui est un peu mal fichu. Mais là, il manque encore des choses. Par exemple, il va chercher où ses friends. Euh, du coup, j'imagine qu'il y aurait peut-être une fonction genre set friends. Set friends, hop, qui prend des friends, hop. Et là, on a genre ici un let friends, hop, qui est un tableau vide. Et là, je vais mettre même user friends, hop. Ah, j'aime vraiment pas cette IDE, c'est pas grave. Donc user friends égale friends, hop. Et là, je fais un return de user friends. Hop. Du coup, là, c'est un peu plus cohérent. D'ailleurs, il faut que peut-être que j'exporte ça aussi. Bref. Là, du coup, tout ce que ça veut dire, c'est que là, mon get trips by user, il prend un utilisateur qui est pas du tout ça. Un utilisateur où il faudrait presque appeler la méthode set friends. J'aimerais bien aller un peu plus loin parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais bien aller voir, donc je sais pas trop comment comment contourner ça. En fait, c'est pas possible non plus. Parce que là, by user, là ça passe l'utilisateur en l'utilisateur. Du coup, c'est pas possible non plus. Merde, je suis un peu dans l'embarras parce que je voulais tester une fonctionnalité là parce que j'avais vu que là on avait Ponycon Mock. Je voulais voir à quoi ça correspondait. En fait, je peux pas le faire non plus. The selected symbol cannot be mock. En fait, je vais pas aller plus loin parce que, encore une fois, là, du code qu'on peut retrouver dans la vraie vie, on peut retrouver, même qu'on peut faire dans la vraie vie. Encore une fois, je suis bloqué en fait. Du coup, c'est chiant. Du coup, c'est vraiment chiant. Hum, Alors peut-être qu'il faudrait comment dire, que j'écrive le code autrement pour faire passer, mais rien que là, j'ai un objet user en fait. Je peux pas faire autrement sauf à faire une fonction qui prend éventuellement plusieurs paramètres. Mais encore une fois, ça veut dire que je dois écrire mon code pour qu'il réponde au standard, pas au standard, mais à la façon de faire de l'outil. Du coup, en fait, on crée du code, on va dire, bonifié. Et j'avoue que je suis absolument pas du tout fan. Euh, Parce que moi, j'ai envie d'écrire du code comme moi, j'aimerais l'utiliser en fait. Et pas comme ce que Ponycode aimerait qu'il soit écrit. Donc c'est hyper dérangeant. Euh, parce que, parce que vraiment, je veux écrire du code comme moi, je veux qu'il soit écrit. Et là, je ne peux pas. Euh, et pire, je ne peux pas replacer des tests
les tests Ponycode sur du code, en fait, sur du code legacy, parce qu'encore une fois, le kata que je montre, c'est du code legacy, qui est pour le coup non testable, unitairement. Du coup, je ne peux pas faire ça. Et du coup, je reviens en fait, à l'hypothèse de base, c'est que Ponycode n'est utile, enfin utile entre guillemets, que dans un et un seul cas, c'est quand on a des fonctions simples, genre je reprends mon addition, la fonction, on va dire que c'est difficile de faire plus simple, hein, où en fait ça prend, apparemment aussi je pourrais envoyer un tableau en entrée, mais je peux pas insérer sur un tableau de sortie. Euh, En fait, je peux utiliser Ponycode que dans ces situations-là qui doivent représenter. Je veux pas m'avancer sur un pourcentage, mais ça représente pas les applications actuelles, quoi. Enfin, c'est plus compliqué que ça une application. Du coup, en fait, je peux pas utiliser l'outil. En fait, je vais retourner à mes tests mes tests Jest en fait, parce qu'en en fait, j'ai aucun gain à switcher d'outils d'outils de test. En- Parce que dans un cas, bah, je pourrais pas tester parce que l'outil n'est pas adapté au code que j'essaye de tester. Et excusez-moi, mais je pense vraiment enfin, à l'heure actuelle, c'est pas envisageable. Enfin là, j'entame un peu ma conclusion, mais ce qu'essaye de résoudre Ponycode, c'est comment dire, c'est un problème insolvable parce que comme j'ai pu le montrer, c'est que pour résoudre une problématique, bah, il y a autant de façons d'écrire le code qu'il y a de développeurs et d'équipes. Du coup, c'est non déterministe et enfin, à part construire une usine à gaz, je suis même pas sûr qu'en construisant une usine à gaz, on puisse, enfin, Unicode puisse tenir sa promesse. C'est-à-dire, sa promesse étant d'avoir une interface, de se plugger à une fonction qui est exportée, de pouvoir lui donner des données d'entrée et d'expecter un résultat en sortie. Parce que, comme on l'a vu, les expectations de résultats, ils peuvent être plus compliqués que ça. C'est-à-dire qu'on pourrait expecter des choses en base. Alors, est-ce que c'est bien inséré en base? Est-ce que c'est bien update en base? Est-ce que c'est bien delete en base? Et je parle de base, mais je pourrais parler de fichiers à plat aussi, ou d'appel REST, d'appel GraphQL, de whatever. Et ça, je pensais le trouver là parce que j'avais effectivement vu cette fonction de mock là, mock qui est un terme encore qui à mon avis qui est galvaudé ici. On va certainement plus parler de spy. Enfin, je m'avance peut-être parce que j'ai pas réussi à déclencher la fonctionnalité. Je m'attendais à ça où je puisse faire des assertions sur est-ce que la fonction a bien été appelée X fois, est-ce que la fonction a bien été appelée avec tel ou tel paramètre. Enfin, je m'attendais à avoir ce genre de possibilité qu'a priori je n'ai pas encore une fois, sur du code que je peux écrire. Hein. C'est pas du corner case de corner case, c'est du code qu'on peut écrire, hein, que tous les développeurs, et en plus, certainement le public qui a l'air d'être ciblé par Ponycode, parce qu'ils disent clairement dans une interview qu'ils veulent que les développeurs se concentrent sur ce qu'ils aiment faire, hein, c'est-à-dire coder.
Excusez-moi, mais du coup, si je me reconcentre sur ce que j'aime coder, bah, je vais coder ça, hein. Je vais clairement coder ce genre de truc. Ou faire des dépendances implicites, comme on a pu voir ici avec la date. Je vais faire ça, hein. Je vais clairement faire ça. Il faut pas se leurrer. Alors que la bonne pratique ici, il faudrait injecter ici genre un date provider. Tac tac tac, où on aurait date provider égale date provider, et ici on aurait tac tac date provider.now, et là j'ai la .now. Et là j'ai la maîtrise totalement sur mon code, sur le test, et là c'est hyper simple à tester ça, et j'ai pas d'effet qui coulole que en fonction du chat date, j'ai mon test qui va devenir rouge tout seul. C'est pas possible parce que mon date.no, je le maîtrise dans les tests. D'ailleurs, peut-être que là, je peux faire ça. Non, non plus. Bon, bah tant pis. Pourtant, il a injecté. Je sais pas. Du coup, avis plus que mitigé sur l'outil et sur les promesses de l'outil. Euh, et vraiment, à mon sens, donc là, je déborde encore plus dans la conclusion, mais c'est pas grave, hein. Mais là, à mon sens, enfin, on nous dit de tester l'outil, mais l'outil, enfin, enfin, on le voit dans la vidéo, il est très vite limité, quoi. Enfin, tester quoi dans l'outil que 1 plus 2 égale 3, enfin, super, ça me fait une belle jambe. L'outil me fait pas gagner de temps. Parce que pour tester avec mon framework de test favori, que 1 plus 1 égale 2, bah en fait ça va hyper vite, ça va même plus vite que, installer l'outil, comprendre comment les scénarios sont faits, enfin les suggestions sont faites, écrire les suggestions, écrire le retour. En fait, je vais aussi vite à l'écrire, hein. On peut même faire la démo en live, hein. Je vais faire tenez, je vais faire la démo en live. Du coup, ce que je vais faire, parce que moi j'aime bien faire des tests à côté, c'est que je vais faire cas d'une soustraction, new file, donc soustraction .spec .js, et je vais vous montrer qu'en fait pour les cas que gère Ponycode, c'est aussi simple, c'est même aussi rapide de d'écrire les tests. Et en plus, j'écris les tests avant et j'écris mon code comme je le souhaite. Du coup, trop bien. Du coup, describe soustraction. Et en plus, là, j'ai pas mon IDE favori qui est IntelliJ qui est pour m'aider. It. Je soustrais deux termes. L'un. Je vais pas m'embêter. Hop. L'un avec l'autre. Et en plus, j'ai des noms de tests ultra parlants qui décrivent vraiment ce que je fais. Tac, là j'ai oublié, j'ai utilisé des doubles côtes. Tac, du coup, const result égale soustraction de 1, 1, je vais mettre terme 1, terme 2. Et là, je vais mettre 3 et je vais mettre 2. Du coup, expect result to equal, donc 3 moins 2, c'est égal à 1. Donc là, c'est mon test, hein. Là, si je fais yarn test, qui est assez rapide en général, là,
Ah là, j'ai modifié beaucoup trop de choses. Update to do, .spec, pardon. Là, je vais enlever ça ou commenter ça en tout cas, parce que ça me fait échouer un test. Et je ne sais pas comment lancer un test juste sur une fonction. Du coup, je vais me reconcentrer du coup sur ma soustraction. Alors, soustraction, là, je vais l'écrire là. Je vais juste préparer mon truc. Donc, j'ai dit terme 1, terme 2. Alors, si j'avais eu mon IDE favori, hein, j'aurais même pu générer depuis là. Donc, du coup, return terme 1 moins terme 2. Et là, je peux, si je lance les tests, normalement, ça résout mes tests. Voilà, tout passe. Donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est écrire ça. Si je crée un new file soustraction.js, je mets ça là. Et là, je peux dire que import soustraction from src soustraction. Et là, mes tests passent toujours. Je vais vérifier. Mes tests passent toujours et j'ai écrit mon code comme je le souhaitais. Là, on va vérifier avec Polycode. Je fais comme D. Voilà. Destructuring pattern in parameter has not supported yet. Alors que ça, alors c'est juste l'idéal en JS pour faire ce qu'on appelle des paramètres nommés. Hein, c'est juste ce qu'on fait pour faire ça. Et voilà, pas supporté. Bah merci. Tant pis pour moi. Euh, et tant pis pour Punicode, j'ai envie de dire, hein, parce que là, c'est prendre des trucs basiques, hein, ce qu'on fait, hein. Là, en fait, pas possible. Bah tant pis, hein. Tant pis, hein, j'ai envie de dire. Je pense que j'ai même pas besoin de faire. Ah si, je vais faire une conclusion rapide. Un outil qui en lisant les publications autour de cet outil promet beaucoup de choses en l'état en plus. Et on voit à travers des simples démonstrations que ça s'applique à, je sais pas, j'ai même pas envie d'utiliser Pareto parce que je suis même pas sûr que ça s'applique à 20% des cas de figure qu'on a. Donc je vais me retenir de lancer un pourcentage, mais on voit que ça s'applique à très peu de choses. En plus, on est limité de ce que j'en ai compris, à du JS, mais surtout à VS Code, et on doit faire du Jest, quoi. Donc on pourrait configurer notre projet pour faire les tests Polycode en Jest et le reste des tests, parce on voit que je suis très limité, du coup le reste de la code base, il faut bien que je le teste avec du Mocha par exemple. Et moi je veux pas utiliser VS Code, hein, parce que VS Code, enfin moi j'essaye de convertir les gens qui utilisent VS Code à quelque chose d'un peu mieux, certes plus lourd mais mieux. C'est des outils proposés par JetBrains. Alors j'ai pas d'action JetBrains et tout ça, hein. J'ai pas d'action Mocha non plus, hein, donc je reflète juste mon avis, qui d'ailleurs, mon avis ne tient qu'à moi, hein. J'engage personne d'autre à ça, je le répète. C'est mon avis, hein. Et, euh, et du coup, moi,
je préfère orienter les développeurs vers des outils un peu plus, comment dire, poussés, plus lourds, mais poussés, proposés par JetBrains, que ce soit IntelliJ ou dans le monde du web, WebStorm. Et, et allez voir mes vidéos où j'utilise cette IDE, où ça propose plein de patterns de refactoring, enfin, où c'est easy de le faire, même en JS. Et du coup, jamais de la vie, je vais conseiller VS Code pour faire du développement. Je vais potentiellement le conseiller pour faire de l'édition de texte, parce que il est quand même, bah, c'est vrai qu'il est plus léger que IntelliJ. Du coup, pour faire de l'édition de texte, il est bien, hein. Ou édition d'un fichier JS j'ai fait une erreur de typo, je vais le corriger avec ça, ou je vais éditer des fichiers de config avec ça. Voilà, mon cube config, je l'édite avec ça. Parce que c'est un peu chiant de l'utiliser, d'ouvrir Vim. Parce que je connais pas les raccourcis Vim, c'est un peu relou. Voilà, je vais peut-être utiliser VS Code, mais jamais de la vie, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vais conseiller VS Code à des développeurs. J'ai même converti des développeurs à IntelliJ, où ils ont vu, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, des premiers, dans ma conclusion, ben, moi je peux pas conseiller cet outil-là à l'heure actuelle, parce que VS Code, parce que JS, parce que, euh, parce que Jest étant très bien, mais si je veux utiliser Mocha, ben, il faut que je fasse de la config. Et Mocha étant très bien aussi, hein, euh, il est un peu moins lourd que Jest d'ailleurs. Enfin, il a l'air d'être moins lourd que Jest. Ça reste encore à vérifier, hein. Ensuite, je peux pas conseiller cet outil parce qu'il ne répond pas à ses promesses qui nous facilitent, il est censé nous faciliter la vie à écrire nos tests pour nous. Pourquoi? Parce qu'il écrit nos tests pour nous pour un pourcentage infime du code JS, et encore, il faut qu'il soit écrit, on l'a vu pour l'addition, qu'il soit écrit d'une certaine façon pour que Ponycode le reconnaisse et pour que leur moteur de suggestion puisse nous donner des trucs assez, comment dire, assez smart, assez proches de la réalité. Alors pour une addition, vous voyez, quand je mettais add AB, bah, j'avais des chaînes de caractères en proposition. Je vous invite à revenir au début de la vidéo parce qu'elle va être longue cette vidéo. Je vous invite à à revenir au début de la vidéo où je vous montre ça. Ben, en fait, comme je viens de faire la démo, en fait, je veux aussi vite à écrire mon test, en fait. Surtout que j'ai l'habitude. Du coup, en fait, je peux pas, objectivement, je peux pas conseiller l'outil. Parce que objectivement, enfin, je le prouve, l'outil ne répond pas, euh, à mon sens, aux promesses que j'ai pu lire dans les articles, dans ce que j'ai pu lire ou comprendre dans les articles, dans dans le site en lui-même, etc. Bah en fait, je peux pas. Ça serait mensonger de ma part de conseiller l'outil en l'état. Parce qu'on a vu, pour des trucs simples, ils ont choisi JS, je sais pas pourquoi ils ont choisi JS, parce que, à mon avis, c'est juste la pire idée du monde de choisir JS pour générer un générateur de test. Pourquoi la pire idée? Parce que JS, c'est pas fortement typé. Et du coup, on peut faire beaucoup de choses avec JS. Et il y a une infinité de possibilités euh, pour faire des choses en JS. Du coup, enfin, je veux pas être, je suis pas donneur de leçons, enfin, je veux pas être avec ça,
Mais JS, c'est juste, non, c'est juste la pire idée. Euh, et pourquoi choisir JS? Enfin, je vais pas faire de spéculation, donc je vais pas te donner de. J'ai une réponse en tête, hein, mais je vais pas donner ma réponse. Mais pourquoi choisir JS? Pourquoi choisir en premier langage pour faire ça JS? C'est juste un langage qui a l'air simple au premier abord, mais qui est en fait qui est très touchy. JS ou Python, hein. D'ailleurs, ne choisissez pas Python hein, si vous voulez faire un pivot. Hein. Choisissez pas Python, hein, c'est le même topo, un langage non fortement, non strict, fortement pas fortement typé, non statiquement typé. C'est le même topo. Hein. On pourra faire les mêmes choses et on pourra les mêmes, euh, les mêmes arguments ou les mêmes corner cases, enfin même pas les mêmes corner cases, les mêmes cas d'utilisation vont ressortir. Hein. Donc si vous voulez vous réorienter, pivoter, choisissez pas Python, hein, même mur, exactement pareil. Pourquoi je dis Python? Parce que d'ailleurs, d'ailleurs il y a des data scientists, hein, IA, et le, le- le langage qui est assez majoritaire dans ce monde, c'est Python. Mais oui, si vous voulez faire générer des tests sur un autre langage, choisissez pas Python, hein, même mur. Pareil, tout pareil. Choisissez un langage plus chiant, mais où vous pouvoir vous baser sur du typage, un langage style PHP, là où on va pouvoir mettre quand même du typage via la PHP doc ou de plus en plus un peu au style TypeScript, euh, où là ça va être plus simple pour vous à l'IA, hein, parce que on va détecter que la fonction prend paramètre des types string ou des types integer, des types float, bah c'est tout bénef, hein. C'est tout bénef pour générer des suggestions avec l'IA. Hein. On voit que ça prend des types int en entrée. Vous allez jamais proposer des floats ou des chaînes de caractères, hein, jamais de la vie. Hein. Et, euh, et voilà, je pose vraiment la question pourquoi le JS? Pourquoi? Euh, voilà, à mon avis, à mon humble avis, hein, ce qu'essaye de résoudre Ponycode aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible avec nos capacités actuelles dans le monde de l'IA, hein, même si c'est un monde que je connais pas de fond en comble. Mais les IA actuelles, elles sont spécialisées et elles savent résoudre un cas précis. Alors je crois qu'elle s'appelait Othello, l'IA Othello, qui savait bien jouer, je sais plus à quel jeu de société, mais elle savait très bien jouer, je crois qu'il s'appelle Othello, le jeu de société. Elle savait très bien jouer à Othello, mais elle savait faire que ça. Pareil, l'IA d'IBM, la Big Blue, je crois que c'était ça, qui a battu Garry Kasparov aux échecs, mais elle savait faire que ça, que les échecs. Là, l'IA, donc échec, un monde déterministe, hein, on lui donne les positions des pièces à un instant T, on applique un algo, on peut en ressortir à un nombre de coups avec des pondérations et l'IA peut se baser dessus. Hein. Donc c'est déterministe. Là, l'IA, l'IA qui est là, alors l'IA, elle est juste là sur la partie suggestion. Hein. L'IA, ce que moi ce que j'avais compris, c'est que l'outil allait nous générer des tests. Là, elle ne nous génère pas des tests. Hein. On configure des tests sur des suggestions autogénérées. C'est pas pareil, hein. C'est clairement pas pareil.
Mais voilà, les suggestions, elles sont, on ne sait pas en fait. Parce que on ne sait pas ce qui va être pertinent pour le test ou non. Je sais pas, c'est non déterministe. Et encore une fois, hein, la promesse que moi j'avais comprise, c'est que ça allait nous générer notre test suite à partir de fichiers JS. Et c'est faux, hein, on l'a vu, hein, c'est faux, hein, c'est totalement faux. Ça nous génère une suite de tests, plus ou moins bien faites en plus, à partir de données d'entrée et de sortie. Excusez-moi, hein, moi je peux faire des scripts ça me fait la même chose. Ça m'apporte aucune plus-value. L'IA, s'il y a une IA, elle est uniquement dans la partie suggestion. Alors je remets la partie suggestion. Euh, elle est ici, hein. S'il y a une IA, c'est éventuellement ici. Mais bon, pareil, hein, je fais un random sur un dictionnaire, voilà, ça me donne la même chose, hein. Donc voilà. Euh, du coup, je sais pas trop quoi ajouter d'autre, hein. Juste, enfin, encore une fois, moi je peux pas conseiller ça, surtout pas des projets qui sont en prod, en run, peu importe le synonyme que vous utilisez. Euh, à mon sens, Ponycode s'attaque à un trop gros morceau. Je l'avais mis dans un commentaire LinkedIn, un peu sans avoir trop manipulé l'outil, un peu avec ce que j'avais vu. Mais là, en manipulant l'outil, là, j'en suis plus que, plus que persuadé. L'outil ne m'aide pas dans ma productivité. Euh, je ne m'aide pas au quotidien, me permet pas de me reconcentrer sur ce que j'aime a priori faire, ce qu'il faut, hein, coder. Euh, non, je sais pas quoi dire d'autre à part revoyer votre discours, pivoter parce que pivoter, hein, dans le terme. J'espère que vous avez lu Lean Startup, hein, mais du coup, j'emploie le terme pivoter, ça vient de là, hein. Parce que peut-être que vous pouvez effectivement résoudre des douleurs qu'on a, hein, pourquoi pas, hein. La suggestion, là, ça peut être une bonne idée, hein, sur des paramètres typés, hein. Ça peut être une bonne idée, mais encore une fois, hein, le sujet, si je vais dans mes fichiers de test pour me faire des suggestions dans l'addition, là, si je duplique, là, j'ai un plugin, hein, qui s'appelle Randomness. Là, il me permet de faire un random de nombre integer, hein. Ça va, hein, enfin, ça casse pas trois pattes à un canard et ça marche. Donc je sais pas. Voilà, encore une fois, mon avis n'engage que moi, hein. Voilà ce que je pourrais dire. Donc n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo. Désolé, c'est une vidéo qui est très longue, mais qui a... En fait, je voulais montrer les différents cas d'usage sur lesquels je voulais tester l'outil. Les cas d'usage qui sont à mon sens non tordus et courants dans le monde, notamment du monde du JS. Montrer, trouver les limites, expliquer certaines choses. La vidéo est longue, mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que qu'aux membres de Ponycode, j'espère qu'ils prendront rien pour eux parce que je ne les attaque pas personnellement. Ils ont fait un outil, l'interface elle est cool, elle est visuellement elle est sympa, tout ça. Et ils ont fait, j'imagine, un travail de malade. J'espère qu'ils prendront rien personnellement parce que je ne les attaque absolument pas personnellement. J'attaque plutôt l'idée que cette vidéo va leur servir et voilà. Donc merci de m'avoir écouté et à une prochaine.